Salut tout le monde et bienvenue à notre Deep Dive du jour. Bonjour à tous. On va se plonger dans le monde des systèmes d'information en entreprise. Ah oui, un sujet passionnant. On a décortiqué des présentations universitaires vraiment fascinantes pour vous. Oui, il y a de quoi faire. On va parler de l'évolution incroyablement rapide de ces systèmes. Exactement, ça bouge à une vitesse folle. Des données, ce fameux nouveau pétrole, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à le raffiner? Ah, ça, c'est la grande question. Et on va même parler des risques de l'IA comme les hallucinations. Vous êtes prêts à décoder l'avenir du business? Allons-y. On y va. Le rythme du changement technologique est effarant. Ah oui, absolument. On est passé de l'informatique traditionnelle, vous savez, assez simple. Oui. Un écosystème où l'IA, l'Internet des objets, le figital, tout ça est devenu essentiel. C'est un vrai tourbillon, hein? Un vrai tourbillon d'innovation. Exactement. Et figurez-vous, j'ai lu une anecdote récemment, une entreprise a voulu utiliser l'IA pour rédiger ses contrats. Ah oh. Sauf que l'IA a généré des clauses complètement absurdes, du genre le vendeur s'engage à livrer un hippopotame rose à chaque pleine lune. Ah non, c'est incroyable. Incroyable, non? On voit bien que l'IA a ses limites. Oui, il faut l'utiliser avec prudence. D'ailleurs, à votre avis, les entreprises françaises, est-ce qu'elles sont prêtes pour cette vague technologique? C'est une excellente question. D'après les études qu'on a analysées, il y a un vrai décalage Ah bon, entre les entreprises qui ont déjà embrassé la transformation numérique et celles qui sont à la traîne. je vois. Les champions de la transformation, on voit souvent des startups, Oui, c'est logique. des entreprises agiles qui ont intégré le numérique dans leur ADN. Bien sûr. Mais pour les entreprises plus traditionnelles, c'est plus compliqué. Oui, je comprends. Elles ont souvent des systèmes d'information anciens, Oui, des silos de données. des silos de données, une culture qui n'est pas forcément tournée vers l'innovation. Exactement. Et c'est là que le rôle de la direction est crucial. Les leaders, ils doivent impulser cette transformation. Oui, tout à fait. Investir dans les technologies, bien sûr, mais surtout dans les compétences des équipes. Oui, c'est ça. On ne peut pas juste acheter un logiciel d'IA et espérer que tout va se faire tout seul. Non, bien sûr. Il faut former les gens, les accompagner, créer une vraie culture de l'innovation. Tout à fait. Et pour réussir cette transformation, il faut bien comprendre ce qu'est un système d'information. Ce n'est pas juste une question de matériel informatique. C'est bien plus complexe que ça, n'est-ce pas? Absolument. Un système d'information, c'est un ensemble d'éléments. Oui. Les technologies, bien sûr, mais aussi les personnes, Les personnes, oui. les processus, les données et l'organisation elle-même. D'accord. C'est comme un organisme vivant, Ah, j'aime bien cette image. avec ses flux, ses interactions, ses adaptations. Oui, ça permet de visualiser la complexité du système. Mais du coup, comment on fait pour analyser un système aussi complexe? Il existe des méthodes et des outils pour modéliser et analyser ces systèmes. On peut cartographier les processus, identifier les acteurs, D'accord. les flux d'informations, les points faibles. C'est un travail qui demande de la rigueur, ou de la méthode et une bonne compréhension des métiers de l'entreprise. Et c'est là que les fameux ERP, CRM, SCM entrent en jeu. Ces applications qui promettent de simplifier la vie des entreprises, Ah oui. en intégrant toutes les données et les processus dans un seul système. Qu'en pensez-vous? Attention, il ne faut pas croire que l'implémentation d'un ERP est une solution miracle. C'est un projet complexe, coûteux, Oui, qui demande une application forte de la direction et des équipes. tout à fait. D'ailleurs, les études qu'on a analysées montrent que les projets d'ERP dépassent souvent les budgets et les délais. Ah oui, j'ai entendu des histoires d'horreur sur des projets de ERP qui ont mal tourné. Des budgets qui explosent, des délais qui s'allongent, des systèmes qui ne fonctionnent pas comme prévu. Exactement. C'est pourquoi il est crucial de bien se préparer avant de se lancer. Oui, bien sûr. Analyser ses besoins, choisir le bon logiciel, impliquer les utilisateurs dès le début. D'accord. Et surtout, ne pas sous-estimer l'importance de la gestion du changement. Un peu comme une transplantation d'organes pour notre organisme vivant. Ah oui, c'est une bonne image. Il faut que le nouvel organe soit compatible, qu'il s'intègre bien, qu'on accompagne le patient pendant la convalescence. Excellente comparaison. Et n'oublions pas que ces systèmes, ils génèrent des montagnes de données. On est vraiment dans l'ère du big data. Ah oui, c'est vrai. Et il faut des outils pour gérer, analyser et surtout sécuriser toutes ces données. Justement, parlons des données. Avec cette explosion du volume de données, on ne peut plus se contenter des vieux systèmes de fichiers. Il faut des bases de données, non? Tout à fait. Les bases de données, ou SGBD, sont devenues indispensables. Pour gérer ces informations de manière structurée, sécurisée, efficace, imaginez une bibliothèque gigantesque où chaque livre représente une donnée.
Sans un bon système de classement, ce serait impossible de s'y retrouver. Ah oui, c'est une image qui parle. Et on a aussi les fameuses bases de données NoSQL, qui sont apparues plus récemment pour gérer des données plus complexes, non structurées, Hmm. comme les images, les vidéos, les posts sur les réseaux sociaux. Exactement. Les bases de données NoSQL sont plus flexibles que les SGBD traditionnelles. Oui. Elles permettent de gérer des données hétérogènes et de les traiter de manière distribuée. C'est un peu comme si on passait d'une bibliothèque classique Oui, à un immense centre de documentation multimédia, avec des archives, des films, des photos, des enregistrements sonores. waouh, ça donne le vertige. Oui. Et tout ça, c'est stocké dans le cloud, ces immenses fermes de serveurs qui hébergent nos données. Le cloud a vraiment révolutionné la manière dont les entreprises gèrent leurs systèmes d'information. Ah oui, absolument. Plus besoin d'investir dans des infrastructures coûteuses, Non, on peut louer de la puissance de calcul et de stockage à la demande. exactement. En fonction de ses besoins. C'est comme si on passait d'une maison individuelle à un grand immeuble avec des services partagés. C'est une bonne comparaison. Génial. Et avec toutes ces données à disposition, on peut enfin faire parler ces chiffres et en tirer de la valeur, non? C'est là que la business intelligence entre en jeu. Ah, la business intelligence, c'est un domaine passionnant. Oui. C'est l'art de transformer ces données brutes en informations exploitables, D'accord? en insights qui permettent de prendre de meilleures décisions. Imaginez un tableau de bord qui vous donne une vue en temps réel de la performance de votre entreprise, Oui. avec des indicateurs clés, des graphiques, des alertes. On se croirait dans la salle de contrôle d'un vaisseau spatial, Oui, un peu ça. avec tous ces écrans qui affichent des informations en temps réel, des cartes, des graphiques. La business intelligence permet de piloter son entreprise de manière plus efficace, d'anticiper les risques, d'identifier les opportunités et de prendre des décisions éclairées. C'est super puissant. Mais il y a des pièges à éviter? Non. On entend souvent dire que la BI est compliquée, coûteuse, réservée aux grandes entreprises. Qu'en pensez-vous? Il y a effectivement des idées reçues sur la BI. C'est vrai qu'elle peut être complexe, mais il existe des solutions adaptées à toutes les tailles d'entreprise. D'accord. Le plus important, c'est de bien identifier ses besoins, Oui. de choisir les outils adéquats et de s'assurer que les données sont de bonne qualité. Donc pas besoin d'être une multinationale pour s'offrir un tableau de bordine de la NASA. Exactement. Et n'oublions pas que la BI n'est pas une fin en soi. Non. C'est un moyen de répondre à des questions précises, de résoudre des problèmes concrets. Il ne s'agit pas de se noyer dans les données, mais de les utiliser intelligemment pour améliorer ses performances. C'est un excellent conseil. Et on ne peut pas parler de BI sans aborder la fouille de données et l'intelligence artificielle. Là, on entre dans le domaine de la science-fiction, mais Léo. Pas tout à fait. La fouille de données et l'IA sont déjà bien ancrées dans le monde des affaires. La fouille de données, c'est l'art de déterrer des trésors cachés dans les données. Des corrélations, des tendances, des informations qui peuvent transformer votre business. Par exemple, l'analyse du panier de marché. Ça permet de découvrir des associations surprenantes entre les produits achetés par les clients. Imaginez le potentiel pour le marketing, Oui, la gestion des stocks, la conception de nouveaux produits. exactement. Et l'IA va encore plus loin. Oui. En permettant au système d'apprendre et de s'améliorer automatiquement. On parle de machine learning, de deep learning. Il faut quand même distinguer ces concepts, non? L'IA, le machine learning et le deep learning ne sont pas interchangeables. Vous avez raison. L'IA, c'est le concept général d'une machine capable d'imiter l'intelligence humaine. Le machine learning, c'est une branche de l'IA Oui. qui permet au système d'apprendre à partir des données, sans être explicitement programmé. Et le deep learning, c'est une forme de machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels complexes pour analyser des données volumineuses et complexes. Donc, en résumé, on a l'IA qui englobe le machine learning, Oui, qui lui-même englobe le deep learning. C'est bien ça? c'est une bonne façon de le visualiser. D'accord. Et ces technologies ont des applications incroyables dans le monde des affaires. Oui. De la personnalisation des produits et l'analyse financière, en passant par la détection des fraudes. Tout ça semble prometteur, mais on a aussi parlé des hallucinations de l'IA. C'est quoi exactement l'IA? Les hallucinations de l'IA, ce sont des erreurs, des réponses absurdes, des conclusions erronées que les systèmes d'IA peuvent produire. C'est un peu comme si l'IA s'inventait des choses. Comme dans votre anecdote du contrat avec l'hippopotame rose. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce n'est pas juste une question de science-fiction, ça peut avoir des conséquences bien réelles pour les entreprises. On imagine les dégâts si on se fie aveuglément aux prédictions d'une IA qui hallucine. Exactement. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les limites de l'IA. Oui, de ne pas la considérer comme une boîte noire magique. D'accord. Et de toujours garder un esprit critique. L'IA est un outil puissant,
mais elle doit être utilisée avec discernement. Et justement, en parlant de discernement, un des grands défis de l'IA aujourd'hui, c'est la question de la confiance. Oui, comment savoir si on peut vraiment faire confiance aux résultats d'un système d'IA? Mhm. On leur confie de plus en plus de tâches, Oui, de la prise de décisions stratégiques à la conduite de nos voitures. absolument. Comment s'assurer que ces systèmes sont fiables et sûrs? Il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question. Oui. D'abord, la transparence des algorithmes. Oui. Il faut pouvoir comprendre comment l'IA arrive à ses conclusions. D'accord. Quels sont les critères qu'elle utilise? Quelles sont les données qui l'alimentent? Un peu comme un chef cuisinier qui nous dévoilerait sa recette secrète. Ah oui, On veut savoir quels sont les ingrédients, les proportions, la méthode de cuisson. tout à fait. Pour comprendre pourquoi le plat est si bon ou si mauvais. Exactement, la transparence est essentielle pour la confiance. Ensuite, il y a la question de la validation des résultats. Oui. Il faut tester les systèmes d'IA de manière rigoureuse, Bien sûr. les confronter à des situations réelles, les comparer à des experts humains. On ne va pas confier notre santé à un robot chirurgien sans s'assurer qu'il a passé tous les examens avec succès. Tout à fait. Et enfin, il y a la question de la responsabilité. Ah oui. Que se passe-t-il si un système d'IA commet une erreur? Oui. Qui est responsable? Le développeur, l'utilisateur, l'entreprise qui l'utilise? Ah oui, c'est un vrai casse-tête juridique et éthique. Absolument. Imaginez une voiture autonome qui provoque un accident. Oui, Qui est responsable? Le conducteur qui n'avait pas les mains sur le volant, le constructeur de la voiture, le développeur du logiciel d'IA. c'est un débat qui est loin d'être clos Oui. et qui nécessite une réflexion approfondie de la part des juristes, des philosophes et des décideurs politiques. En attendant, il est clair que l'IA va continuer à transformer nos vies et nos entreprises à une vitesse folle. Oui, c'est certain. On a parlé de l'IA dans le marketing, la vente, la production. Oui. Mais il y a aussi la blockchain qui fait beaucoup parler d'elle. C'est quoi exactement cette fameuse blockchain? La blockchain est une technologie révolutionnaire D'accord. qui permet de stocker et de transmettre des informations de manière sécurisée, transparente et sans organe central de contrôle. Imaginez un grand livre comptable numérique Oui. partagé par tous les participants d'un réseau et infalsifiable. Donc c'est un peu comme une base de données, mais en beaucoup plus sécurisé et transparent. Oui, on peut le voir comme ça. D'accord. Chaque transaction est enregistrée dans un bloc qui est ensuite ajouté à la chaîne de blocs, créant ainsi un historique immuable et transparent de toutes les transactions. Et ça sert à quoi concrètement? On entend parler de la blockchain pour les crypto-monnaies, mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Absolument. La blockchain a le potentiel de révolutionner de nombreux secteurs. La finance, bien sûr, mais aussi la chaîne d'approvisionnement, la gestion des identités, le vote électronique, la protection des droits d'auteur. Prenons l'exemple de la chaîne d'approvisionnement. Comment la blockchain peut-elle améliorer la traçabilité des produits? Imaginez que vous achetez une bouteille de vin. Grâce à la blockchain, vous pouvez scanner un code QR sur l'étiquette et retracer tout le parcours de cette bouteille du vignoble au magasin en passant par les différents intermédiaires. Vous pouvez savoir quand les raisins ont été récoltés, où le vin a été mis en bouteille, combien de temps il a été stocké. Waouh, c'est incroyable. On peut donc dire adieu aux contrefaçons et aux fraudes. La blockchain est un outil puissant pour lutter contre la contrefaçon et garantir l'authenticité des produits. Elle permet également de sécuriser les transactions et de réduire les coûts liés aux intermédiaires. Et pour la gestion des identités, comment ça marche? Avec la blockchain, vous pouvez stocker vos informations d'identité de manière sécurisée et décentralisée. Vous contrôlez vos données, vous décidez qui a accès et vous pouvez les partager facilement avec les organisations de votre choix. Fini les papiers d'identité, les mots de passe à retenir, les formulaires à remplir. On aurait une identité numérique unique et sécurisée. Exactement. Et ça ouvre des perspectives incroyables pour simplifier les démarches administratives, sécuriser les transactions en ligne et lutter contre l'usurpation d'identité. Tout ça semble très prometteur. Mais est-ce que la blockchain est déjà utilisée à grande échelle? Ou est-ce que c'est encore un peu de la science-fiction? La blockchain est encore une technologie jeune, mais elle se développe rapidement. On voit de plus en plus d'applications concrètes dans différents secteurs. Par exemple, des entreprises utilisent la blockchain pour gérer leurs stocks, suivre leur livraison, certifier l'origine de leurs produits. Des banques l'utilisent pour effectuer des paiements internationaux. Des gouvernements l'explorent pour le vote électronique. On est donc à l'aube d'une révolution blockchain. C'est fort possible. La blockchain a le potentiel de transformer en profondeur la manière dont nous échangeons des informations des biens et de la valeur. C'est une technologie à suivre de près. Et avec toutes ces innovations technologiques, on imagine que les entreprises doivent s'adapter en permanence. Quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontées? Le premier défi, c'est la rapidité de l'évolution technologique.
Il faut être capable de s'adapter en permanence, d'intégrer les nouvelles technologies, de repenser ses processus, de former ses équipes. C'est un vrai marathon numérique. Oui, Il faut courir sans cesse pour ne pas se faire distancer par la concurrence. exactement. Ensuite, il y a le défi de la cybersécurité. Ah oui. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées et les entreprises doivent investir massivement pour protéger leurs systèmes d'information, leurs données et leur réputation. On entend parler de piratage, de vol de données, de rançongiciel. C'est un vrai cauchemar pour les entreprises. Oui, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises et il ne faut pas la prendre à la légère. Il faut mettre en place des systèmes de protection robustes, former les employés aux bonnes pratiques et sensibiliser l'ensemble de l'organisation à l'importance de la sécurité. On a l'impression que c'est une course sans fin. Dès qu'on a mis en place une nouvelle mesure de sécurité, les hackers trouvent une nouvelle faille à exploiter. C'est vrai qu'il faut être constamment en alerte. La cybersécurité est un domaine qui évolue en permanence et il faut s'adapter en conséquence. Et en plus de la cybersécurité, il y a la question de la réglementation. Oui, Le monde numérique évolue à une vitesse folle et les lois peinent à suivre. tout à fait. On a parlé de la protection des données personnelles avec le RGPD. Oui. Mais il y a aussi des questions éthiques autour de l'utilisation de l'IA, de la reconnaissance faciale, de la manipulation des données. C'est un vrai défi pour les législateurs qui doivent trouver un équilibre entre l'innovation et la protection des droits fondamentaux. Exactement. Il faut un cadre légal, clair et adapté, qui encourage l'innovation tout en protégeant les citoyens. Et les entreprises, comment elles peuvent s'y retrouver dans ce labyrinthe juridique et technologique? C'est un vrai casse-tête pour les entreprises qui doivent se tenir informées des évolutions légales, s'assurer que leurs pratiques sont conformes et investir dans des solutions technologiques qui respectent la vie privée. On voit bien que la transformation numérique n'est pas juste une question de technologie. C'est un véritable défi organisationnel, culturel et même éthique. Absolument. Il ne suffit pas d'acheter des ordinateurs et des logiciels. Il faut repenser sa façon de travailler, de collaborer, de prendre des décisions. Il faut intégrer la technologie au cœur de sa stratégie, de son organisation et de sa culture d'entreprise. C'est un beau challenge pour les entreprises françaises. On a parlé de l'IA, de la blockchain, de la cybersécurité, mais il y a aussi d'autres technologies qui émergent comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'impression 3D. Oui, le monde numérique est en constante évolution. Et il est difficile de prédire quelles seront les technologies qui vont s'imposer dans les années à venir. Mais une chose est certaine, la transformation numérique est un processus continu. Et les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront s'adapter, innover et anticiper les changements. Alors face à tous ces défis, quel message souhaitez-vous adresser aux dirigeants d'entreprise? Quel est le conseil le plus important pour réussir sa transformation numérique? Mon conseil, c'est de ne pas avoir peur du changement, d'être curieux de s'informer, de tester de nouvelles technologies et surtout de ne jamais cesser d'apprendre. La transformation numérique est un marathon, pas un sprint, et il faut se préparer à courir sur la durée. C'est un message inspirant. Et n'oublions pas que la technologie doit être au service de l'humain et qu'il est important de l'utiliser de manière responsable et éthique. Tout à fait. L'avenir numérique est entre nos mains et il nous appartient de le construire de manière positive et durable. On a beaucoup parlé de technologie, de systèmes d'application. Mais finalement, tout ça repose sur un élément fondamental, les données. Oui, tout à fait. C'est le carburant de la transformation numérique, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Mais comme le pétrole, il faut les extraire, les raffiner, les transformer pour en tirer de la valeur. Et ça, c'est un vrai défi pour les entreprises. D'ailleurs, j'ai lu que certaines entreprises se noient littéralement dans leurs données. Ah oui. Elles en ont tellement qu'elles ne savent plus quoi en faire. Elles n'arrivent pas à les exploiter, à en extraire des informations pertinentes. C'est ce qu'on appelle le syndrome du data lake, le lac de données. Le lac de données. On accumule des masses de données brutes, sans structure, sans organisation. Oui. Et on se retrouve avec un marécage numérique où il est impossible de naviguer. Ah oui, la métaphore du marécage, ça me parle bien. On imagine les crocodiles, les moustiques, les sables mouvants. Exactement. Très engageant. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place une stratégie de gestion des données. Oui. De structurer ces données, de les nettoyer, de les organiser, de les rendre accessibles et exploitables. Et c'est là que les bases de données entrent en jeu. Non, on en a déjà parlé un peu, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet crucial. Avec plaisir. Les bases de données, ce sont un peu les bibliothèques numériques des entreprises. Elles permettent de stocker, d'organiser, de gérer et de sécuriser les données. Il en existe différents types adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. On a parlé des SGBD, les systèmes de gestion de bases de données relationnelles
qui sont très utilisés pour gérer des données structurées, comme les informations clients, les commandes, les factures. Oui, les SGBD sont très performants pour gérer ce type de données, mais ils sont moins adaptés aux données non structurées comme les images, les vidéos, les textes. C'est là que les bases de données NoSQL entrent en jeu. Ah oui, c'est vrai. Les NoSQL, ce sont un peu les rebelles de la base de données. Elles permettent de gérer des données hétérogènes, de les stocker de manière distribuée, de les faire évoluer facilement. Exactement. Et avec l'explosion du big data, les NoSQL sont de plus en plus populaires car elles offrent une grande flexibilité et une capacité de traitement massive. Et tout ça est stocké dans le cloud, ces immenses fermes de serveurs qui hébergent nos données numériques. Le cloud a révolutionné la manière dont les entreprises gèrent leurs données. Plus besoin d'investir dans des infrastructures lourdes et coûteuses. On peut louer de la puissance de calcul et de stockage à la demande en fonction de ses besoins. C'est un peu comme si on passait d'une bibliothèque personnelle à une bibliothèque nationale avec des millions d'ouvrages accessibles en quelques clics. C'est une excellente image. Le cloud offre des possibilités incroyables pour les entreprises en termes d'accessibilité, de flexibilité, d'évolutivité. Mais il y a aussi des risques, non? On entend parler de piratage, de vol, de données de panne. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au cloud pour héberger nos données les plus sensibles? La sécurité est effectivement un enjeu majeur dans le cloud. Les fournisseurs de services cloud investissent massivement dans la sécurité de leurs infrastructures, mais il est important de choisir un fournisseur fiable, de mettre en place des mesures de protection supplémentaires et de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité. C'est un peu comme si on confiait nos livres précieux à une bibliothèque publique. On espère qu'ils seront bien gardés, mais on prend aussi nos précautions. On vérifie la réputation de la bibliothèque, on prend une assurance, on ne laisse pas traîner nos manuscrits originaux. Tout à fait. La sécurité des données dans le cloud est une responsabilité partagée entre le fournisseur de services et l'utilisateur. Il faut travailler ensemble pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et avec toutes ces données à disposition, que font les entreprises? Comment les exploitent-elles pour améliorer leur performance? C'est là que la business intelligence entre en jeu. La BI, c'est l'art de transformer ces données brutes en informations utiles en insights qui permettent de prendre de meilleures décisions, d'optimiser les processus, de développer de nouveaux produits, de mieux comprendre ses clients. On a l'impression que la BI est un peu la baguette magique qui permet de transformer le plan en or, de donner du sens à ces montagnes de données. C'est un peu ça. La BI permet de révéler des tendances cachées, de détecter des anomalies, de prédire des comportements, de simuler des scénarios. C'est un outil puissant pour piloter son entreprise de manière plus efficace et prendre des décisions éclairées. Et ça marche vraiment. Est-ce que les entreprises qui utilisent la BI obtiennent de meilleurs résultats? Les études montrent que les entreprises qui investissent dans la BI ont un avantage concurrentiel significatif. Elles sont plus performantes, plus innovantes et plus réactives aux changements du marché. Waouh! Ça donne envie de se lancer dans la BI. Mais par où commencer? C'est un domaine qui semble assez complexe. Le plus important, c'est de bien identifier ses besoins, de définir ses objectifs et de choisir les outils adaptés. Il faut aussi s'assurer que les données sont de bonne qualité, car la BI ne peut pas faire de miracle avec des données erronées ou incomplètes. C'est un peu comme si on voulait faire un gâteau avec des ingrédients périmés ou mal dosés. Le résultat ne sera pas à la hauteur. Exactement. La qualité des données est essentielle pour la réussite de la BI. On arrive à la fin de notre exploration des systèmes d'information en entreprise. On a couvert beaucoup de terrains, l'évolution des technologies, l'importance des données, les défis de la sécurité, le rôle de la BI. C'est un domaine passionnant en constante évolution qui offre des opportunités incroyables aux entreprises. Absolument. Et c'est un domaine qui touche à tous les aspects de l'entreprise, de la stratégie à l'opérationnel, en passant par le marketing, les ressources humaines, la finance. La transformation numérique est une aventure collective qui implique tous les acteurs de l'entreprise. Merci beaucoup pour votre participation à ce Deep Dive. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans le monde fascinant des systèmes d'information en entreprise. Avec plaisir. J'espère que cet échange leur aura donné des clés pour comprendre les enjeux et les opportunités de la transformation numérique et pour se lancer dans cette aventure avec conscience et enthousiasme. Et pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter les ressources que nous avons mises à disposition sur notre site web. Vous y trouverez des articles, des études de cas, des guides pratiques et bien plus encore. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions. Nous sommes toujours ravis d'échanger avec nos auditeurs et de partager notre expertise. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles explorations.